Bonjour, bienvenue à ce nouveau balado. Je m'appelle Jolene Bouessianou, je suis agent de développement à la table d'éducation Outaouais. Mais qu'est-ce que c'est la table d'éducation Outaouais? La table d'éducation Outaouais est une table de concertation régionale pour la réussite éducative. Et aujourd'hui, je suis avec mon collègue Jackson, que je vais laisser ici se présenter. Je suis Vertu Jackson, je suis chargé de projet pour le plan de rattrapage. Mais qu'est-ce que c'est le plan de rattrapage? En fait, dans le cadre du plan de rattrapage, plusieurs projets ont été financés par le ministère de l'Éducation avec la grève qu'il y a eu pour encourager la réussite éducative. Et qu'est-ce qui est assez intéressant, c'est que nous soyons parents, étudiants, intervenants, peu importe notre rôle dans la société, on a vraiment un rôle à jouer dans la réussite éducative. Pas vrai, Jackson? Oui, c'est ça, c'est pour ça aujourd'hui on fait cette balado pour vraiment parler un peu sur la question de la réussite scolaire. Et aujourd'hui nous sommes avec notre partenaire qui est Fondation Forêt Boucher, qui est représenté par deux de nos collègues que je laisse à se présenter. Merci, bonjour. Je suis Magellan Yapmezoué. Je suis directeur général de la Fondation Forêt Boucher. Et moi, c'est Geneviève Lessard. Je suis professeure en sciences de l'éducation en adaptation scolaire à l'Université du Québec en Outaouais. Ah, c'est bien ça. De toute façon, aujourd'hui, on est très content d'être avec vous. On va discuter un peu sur votre projet, ce que vous avez fait pendant le plan de rattrapage. Pour commencer, je vous laisse poser la première question, Jolene. Ben, en soi, c'est quoi la Fondation Forêt Boucher? C'est quoi? Ah oui, merci pour cette question, Jolène. La Fondation Forêt Boucher, c'est une fondation qui est créée depuis 2007 et dont la mission est de protéger, de préserver et de mettre en valeur la faune et la flore de cet espace qui se trouve au cœur de la ville de Gatineau et qui s'appelle Forêt Boucher. Ok. D'accord. Mais c'est pourquoi ce nom, Forêt Boucher? Forêt Boucher parce que c'est une ancienne forêt qui anciennement appartenait à la famille Boucher, qui était une famille qui avait exploité ce terrain-là pour... Ici à Gatineau? À Gatineau, pour des projets agricoles. C'était comme une ferme. Ah, c'est bien ça. OK. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez parler un peu du projet qui a été financé lors du cadre du plan de rattrapage? C'est quoi le nom? C'est quoi? En fait, le camp s'appelait le camp pédagogique. On a appelé ça prendre soin du corps, de la tête et du cœur parce que, comme vous avez mentionné, c'était dans le cadre du plan de rattrapage et on visait la réussite éducative. Donc, pas seulement les notes au niveau du rattrapage, mais bien le développement global de l'enfant, donc autant au niveau social, affectif que cognitif. Donc, toutes les sphères devaient être prises en compte. Donc, par l'intermédiaire, tout ce qui avait déjà été préparé, mis en place par la Forêt Boucher, il y avait un comité d'enseignants qui développait déjà des activités pédagogiques. C'était dans leur mission. Et là, avec cette conjecture, du plan de rattrapage, on a élaboré et développé avec des enseignants et les gens de la forêt, en fonction de nos expertises, un camp pédagogique qui permettait à 36 enfants, dans le fond, de pouvoir passer une semaine en forêt et de là travailler les différents savoirs scolaires, mais dans un cadre complètement différent, donc qui leur permettait aussi de pouvoir se mettre en valeur autrement. Passer du temps en forêt. Est-ce que ça veut dire qu'on dort dans la forêt? Ça ressemblait à quoi leur journée, là? En fait, les enfants y arrivaient vers autour de 7h30. C'était vraiment un 8h à 4h. OK. Mais votre question est très bonne parce que, dans le fond, les enfants, après la première journée, voulaient y rester et auraient bien aimé dormir. Mais ça, je pense que ça prend des permissions spéciales. Mais donc, du coup, les enfants arrivaient. Il y avait une période de jeu libre. Et là, c'était structuré. On avait principalement 2 activités par jour déjà d'arrêter. On avait souvent différents experts qui venaient, que ce soit des mycologues, un enseignant du secondaire ornithologue qui venait nous parler des oiseaux. On avait aussi l'expertise des différentes enseignantes. Par exemple, il y en a une qui connaissait très bien la forêt. On a fait de la sumaca, de la limonade avec les enfants, donc lire les ingrédients, faire les recettes. Okay. Et donc, différentes activités comme ça. Puis, on alternait aussi avec des périodes de jeux libres et beaucoup de découvertes de la forêt. On a travaillé à partir des noms des sentiers, des oiseaux, tout ça. Donc, Mais c'était des jeunes de quel âge? C'était des enfants en fait, tout le primaire, du préscolaire, de 5 ans à 11 ans. OK. Ah, c'est bien ça. Mais, tantôt, il y a quelque chose que tu as dit, les sentiers de la forêt. Fait que là, c'est comme une ville dans la forêt, c'est ça, M. Magellan? C'est un peu fou, je sais pas. Non, pas une ville dans la forêt, mais peut-être pour bien comprendre et resituer le projet dans son contexte. La Fondation Forêt Boucher a une
un volet éducatif très développé de sa mission. Et jusqu'à présent, le volet éducatif, qu'est-ce qu'on faisait? On organisait les sorties avec les enfants en forêt et les enseignants. On organisait les publications via nos réseaux de communication. Mais on avait dans notre plan d'action un camp du jour qui était prévu aussi bien dans notre plan directeur que dans notre plan d'action 2024. Il s'est passé un événement en fin d'année 2023, pendant qu'on était dans la phase de préparation de ce camp du jour. Il y a eu les grèves que nous avons connues dans l'enseignement. Et c'est de là qu'est venue l'idée de dire, pourquoi est-ce qu'on n'offre pas aux enfants la possibilité de combiner une expérience en termes de programme scolaire et une immersion dans une forêt. C'est comme ça que vous êtes venus travailler ensemble. Exactement. C'était pour contrer un peu l'idée que souvent dans le plan de rattrapage qu'on trouvait, là, les enfants étaient pris sur l'heure du midi ou le soir pendant la fin de l'année scolaire, alors que les enfants n'étaient plus forcément disponibles pour les apprentissages. Donc, on s'est dit, comment on peut avoir des ressources d'expertise, donc des enseignants et ces enfants-là, mais dans un cadre qui va être vraiment propice à des apprentissages signifiants, puis pour lesquels les enfants vont être disponibles. Non, mais je trouve ça très original parce que on a déjà discuté avec des partenaires qui ont travaillé sur le plan de rattrapage, mais franchement, essayer de mettre ensemble forêt et éducation, réussite éducative, franchement, je trouve ça très, très, très original. Mais moi, ma question, c'est, mais pourquoi cette mariage entre forêt et éducation? Les étapes vraiment qui ont fait que ce projet vienne sur le jour. Comme là, il y a Fondation Forêt-Boucher qui faisait quelque chose, vous, à l'UQO, qui faites quelque chose. Comment ce contact, comment cette réflexion, comment? C'est ça. Donc vraiment, les étapes, là. Ah oui, ben, je pense qu'il faut, pour mieux comprendre la situation, il faut situer la réussite scolaire dans une vision plus globale du développement de l'enfant. La réussite scolaire ne se limite pas aux notes en classe, mais aussi au développement sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan psychologique. Donc, c'est dans cet esprit-là, on s'est dit, OK, ben, si on va sortir du cadre de dire, OK, réussite scolaire, note, pour donner autre vision plus globale au développement de l'enfant, il fallait un maillage entre l'école et l'immersion dans la nature. OK. Puis, il faut dire que les recherches sont très tangibles par rapport aux effets bénéfiques juste pour les enfants d'être à l'extérieur. Autant, ils ont fait plusieurs expérimentations avec des enfants, soit qui ont un trouble d'attention, difficulté de comportement. Donc, juste le vert, l'effet nature est très apaisant pour les enfants, puis les rendre plus disponibles. Mais il faut dire aussi que les enseignantes qui étaient là, c'est déjà des enseignantes qui pratiquent l'école hors les murs. C'est-à-dire que dans le cadre, dans l'année scolaire, elles sortent déjà. Donc, on avait des gens quand même qui avaient l'habitude de faire ça dans un environnement de proximité. OK. Bien ça. Mais ça, c'est... En tout cas, on apprend toujours. Et, mais sinon, là, vous m'avez dit que c'est des jeunes... 36 jeunes, c'est ça que vous avez dit, n'est-ce pas? Avec des profils différents. Est-ce que ils avaient des origines différentes? Comment est-ce que vous avez fait? Les inscriptions, comment ça s'est passé, en fait? Et en fait, c'est que comme on a décidé de choisir une école de proximité. Laquelle? C'est l'école internationale du village. OK. Et on prenait justement une école qui avait peut-être un indice de défavorisation plus élevé pour justement permettre à des jeunes qui n'ont peut-être pas accès. Et puis, dans le fond, la sélection s'est faite par le corps enseignant. Donc, on a demandé à chaque enseignant de proposer 2 enfants dans sa classe. Des enfants qui avaient des besoins scolaires ou qui rencontraient des difficultés scolaires de tout ordre et pour lesquels ils estimaient que cette modalité-là, ce projet-là allait vraiment contribuer à favoriser leur entrée. Donc, on avait des jeunes qui ne parlaient pas français. Donc, il y avait des jeunes allophones aussi. C'était vraiment de toutes sortes d'horizons, finalement. Et puis, comme on l'a fait juste une semaine, pratiquement, une semaine et demie à 2 avant la rentrée scolaire. Mais ça aussi, ça l'aidait pour les enfants à pouvoir faire une entrée plus réussie. Mais j'imagine que pour implanter ce genre de projet, par exemple, vous travaillez avec des enfants qui ne parlent pas français, vous travaillez à la forêt, tout ça, mais j'imagine que vous avez rencontré des défis quand même pour implanter ce projet. C'était quoi comme défi? Ouais, c'est ça. Oui, comme tout projet, nous avons rencontré des défis, effectivement. Comme l'a dit Geneviève tout à l'heure, on travaille avec une équipe. Il fallait mettre en place une équipe de projet. Il y avait l'idée, mais il fallait mettre en place une équipe de projet. Il fallait trouver les ressources.
Quand on parle des ressources, on ne voit pas seulement les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources financières, les ressources humaines. Et ça, ce n'était pas très évident. Merci encore une fois de plus pour la table d'éducation de l'Outaouais pour l'appui qu'elle nous a accordé. Une fois qu'on a réuni l'équipe de projet, il fallait jouer avec l'emploi du temps des uns et des autres, sachant que dans l'équipe de projet, il y avait Geneviève qui est de l'UCO, il y avait les enseignantes qui étaient dans les occupations quotidiennes, il y avait l'équipe de la fondation. Il fallait trouver quel est le moyen de regrouper tout le monde, comment est-ce qu'on peut mettre les gens ensemble pour travailler. C'était pas facile. Après, il y avait le défi logistique. Ça se passe dans une forêt. C'était la toute première édition. Les enfants, tout ça. Effectivement. C'était la première édition. On n'avait pas encore organisé une activité d'une telle ampleur dans la forêt. Donc, il fallait y penser. Il fallait penser à un plan de sécurité des enfants. Il fallait penser à un plan de gestion des risques. Bon, tout ça, ce sont des défis auxquels on était confrontés. On a appris à chaque fois et puis on a capitalisé sur ces différents éléments et on pense que les éditions futures seront un peu plus... Parce qu'on a comme eu des facilitateurs à travers ça, parce que quand je pense au directeur, M. Simon Baudry, a libéré ses enseignants avant la fin d'année scolaire. Donc ça nous a permis de pouvoir monter, regarder la structure qu'on allait avoir pendant l'été. Donc, on a pu travailler pendant que les enseignants étaient encore en poste et non directement autant pendant l'été, là, alors qu'on devait préparer le camp. Puis la logistique, effectivement, on a été très astucieux. Il y avait toutes les questions des salles de bain, mais on a eu beaucoup de gens qui ont contribué au projet, qui croyaient au projet, puis qui a fait en sorte que ça se passe bien. Par exemple, on a eu accès au centre communautaire. Donc ça nous a facilité la tâche aussi pour que les enfants puissent déposer leur matériel. Donc, quand on parlait des solutions qu'on avait trouvées ou avec la Forêt Boucher, justement, ils ont développé l'équivalent de la caravane de LSO, mais avec les sacs à dos, donc tout le matériel pour les enfants, des ponchos. Donc, on pouvait faire face à différentes situations, aux situations de défi, finalement, pour pouvoir en profiter au maximum de l'expérience des enfants. Mais c'est vraiment beau de voir qu'il y a des facilitateurs qui se placent devant des situations, devant des défis. Fait que c'est comme ça que vous avez réussi à faire face. Mais il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir. Tantôt, vous disiez que le fait que ça a été fait un peu avant la rentrée, ça a facilité leur rentrée à ces jeunes-là qui ont eu à participer au camp. Est-ce qu'il y a eu un suivi qui se fait après? Comment est-ce que vous avez une discussion après le camp avec les professeurs qui ont eu à référer des élèves? Qu'est-ce qui se passe après le camp pour ces élèves-là? Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait? Il y a eu un suivi avec l'équipe enseignante pour savoir les retombées. Donc, les gens de la Fondation Forêt Boucher ont fait aussi un rapport pour regarder justement qu'est-ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'ils pensaient comment on pourrait améliorer. Oui. Mais au niveau, dans le fond, pour les enfants, le suivi qui a été fait, c'est qu'on le faisait, c'était un suivi, je vous dirais, plutôt quotidien ou même pas au quotidien, mais au jour le jour, à chaque minute. Okay. Donc, de voir leur progression, comment ça allait, parce qu'on peut penser que déjà pour certains, de respecter une structure, donc de se lever tôt, de rester toute la journée, de manger tout le monde ensemble, donc d'avoir des restrictions. Donc, ça facilite leur entrée. Okay. On a fait à la fin aussi un bilan. On a pris les commentaires des enfants, les commentaires des parents. Qui là, les enfants disaient, est-ce que c'était un rêve? Est-ce que ça pourrait durer 21 jours au lieu de seulement une semaine? Oui. Donc, puis pour vous dire, c'était pas gagné d'avance. Hein. Il y a des enfants qui venaient et un peu à reculons. Je vous dirais, les plus vieux, les premières journées, les premières heures, c'était, c'est mon père, c'est ma mère qui m'ont forcé à venir ici. Oui. Mais à la fin, c'était, est-ce qu'on peut coucher ici? Est-ce que ça peut durer plus longtemps? Oh. Donc, le bien-être, juste dans le visuel, de voir les enfants aussi, comment ils étaient disposés à apprendre, comment ils étaient curieux. Ils posaient toujours des questions. Donc, ils étaient vraiment dans un rôle d'apprenant actif et ils initiaient aussi beaucoup d'apprentissage. Ça vient beaucoup de leurs questions, leurs préoccupations. Mais du coup, c'est comme si vous avez eu des retombées des parents qui étaient vraiment contents par rapport avec ce genre de projet, c'est ça? Okay. Oui, au-delà des témoignages qui ont été faits au jour le jour, il y a un document sur lequel Geneviève a travaillé qui effectivement a consolidé les retours aussi bien des parents que des participants. Il y a eu, comme on l'indiquait tout à l'heure, un post-mortem
Parce qu'après un projet, il faut s'asseoir avec les différents intervenants pour dire, OK, comment est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez? Quels sont vos ressentis? Après, selon vous, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? C'est là aussi à faire l'objet d'une consolidation que nous avons et puis ça permet de faire déjà un premier suivi tout de suite après l'événement et après les autres suivis. Je pense que de la part des enseignants vont se poursuivre. OK. Mais là, dans ce sens-là, avoir des commentaires positifs, c'est bien, mais dans l'objectif du projet au début, puis avec ce que vous avez observé, avec le document que vous avez monté, quels étaient les résultats? Qu'est-ce que vous cherchiez? Qu'est-ce que vous avez obtenu comme résultat? Comme résultat, certainement qu'on a obtenu des apprentissages des enfants. Je vous donne quelques exemples juste pour illustrer, parce que oui, il y avait des tâches qu'on avait déjà anticipées. Par exemple, on a appris avec le nom des sentiers, on a travaillé le pioui, le coulicou. On a appris tous les oiseaux, dans le fond, qui définissent ce qui sont les noms des sentiers. On a fait travailler les rites, les suites logiques en mathématiques, tout ça. Mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a documenté un peu tout l'apprentissage que les enfants ont fait, mais tout ce qui était très inductif aussi, c'est-à-dire que on leur avait laissé des podomètres. Et là, les enfants, à tout bout de champ, il y en a une petite fille, par exemple, elle notait toujours dans son calepin à la fin de la journée combien de pas elle avait. À la fin, elle s'est fait un problème mathématique. Combien ai-je fait de pas cette semaine? Donc là, on a pu documenter aussi les apprentissages ou qu'est-ce qui était significatif pour ces enfants-là. Alors, c'est pas négligeable parce que souvent, dans un cadre formel ou scolaire, ils vont peut-être moins s'engager puisqu'ils rencontrent des difficultés. Mais là, dans l'autre cadre, on pouvait dire, lui, ce qui les intéresse, par exemple, c'est de découvrir les salamandres. Mais comment on peut faire si on veut les regarder sans les blesser? Donc, il y avait toute la protection, le respect de l'écosystème. Alors, ces impacts-là ou ces apprentissages-là, on les a documentés. Mais bien sûr, quand on est en réussite éducative, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les mêmes apprentissages pour tout le monde à tout moment. Ouais, c'est ça. Puis le ratio aussi permettait beaucoup ça. On avait peut-être 6 enfants pour un adulte, donc ça nous permettait aussi de se laisser diriger par les enfants. Aussi, sur tout un autre volet, on disait tout à l'heure, il y a une immersion dans la nature. Mais rien que le fait que les enfants aient passé une semaine dans la nature, que les enfants aient participé aux ateliers avec les mycologues amateurs, que les enfants aient été édifiés sur les oiseaux, que les enfants ont touché du doigt les différentes plantes, ont pu mener des activités en forêt, je pense que ça rentre dans la sensibilisation et l'éducation à l'importance de protéger l'environnement, de protéger la forêt bouchée et l'écologie en général, ce qui était l'un des objectifs du côté de la forêt bouchée. C'est bien ça. Oui, puis on peut penser même que c'est ça, comme il y a des enfants, il y a une petite, par exemple, on avait vu beaucoup l'herbe à poux en rentrant parce qu'il y a toute cette sensibilisation-là. Et puis, on a appris qu'il y a une plante qui pousse à côté, l'impatiente du Cap. Eh bien, une petite fille, à un moment donné, qui a touché à l'herbe à poux, sa collègue est allée chercher, elle a brisé la feuille et elle a appliqué sur... Donc, c'est des apprentissages super signifiants. Et quand on demandait aux enfants, au terme, parce qu'on a fait les enseignantes ou chacun des groupes, on demandait aux enfants, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu penses que les gens devraient savoir? Et là, c'était ça. Ils devraient connaître l'impatiente du Cap. Parce que c'est important, ça permet de guérir contre l'herbe à puce. On le retrouve ici. Et je suis sûre qu'on questionnerait plein de gens. Donc là, c'est eux qui deviennent les experts. Fait que c'est assez intéressant. Même le nom des oiseaux, le chant des oiseaux était capable de reconnaître. Alors, c'était assez intéressant de voir le partage des apprentissages puis des connaissances qui étaient faits comme ça. C'est bien ça. Mais pour ce genre de projet, est-ce que vous trouvez que la participation de l'école, la participation des professeurs, c'est vraiment important pour avoir une sorte de réussite? Je pense oui. Pourquoi je pense oui? Parce que vous pouvez avoir un très bon message et la façon de le passer fait que le message ne soit pas bien perçu comme vous vouliez. Alors, les enseignants ont cette pédagogie, cette approche qui permet de dire, OK, voici le bon message, voici la bonne façon de passer ce message. En cela, je pense que la participation des enseignants était indispensable pour la réussite et l'atteinte des objectifs qu'on s'était fixés. Nous avions notre façon de passer les messages, mais à un moment donné, on se dit, est-ce que c'est la bonne façon? Si les messages ne sont pas perçus, est-ce que nous le passons bien? Est-ce que c'est la bonne approche? Parce qu'il faut adapter le message en fonction du public cible, en fonction de la maturité des personnes qu'on a en face de soi, en fonction du niveau de connaissance que les personnes qu'on a en face peuvent avoir du sujet. Mais je pense que cette expertise, les enseignants l'avaient. Wow.
Mais sinon, on va dire que sans toute la collaboration, puis tous les facilitateurs qui vous ont aidé, ça aurait été un peu plus compliqué, on va dire ça comme ça. Beaucoup plus difficile. Puis, il faut Oui. penser aussi qu'il y a des enfants, on a eu leur adhésion et les parents parce qu'ils connaissaient bien les enseignants. Donc, il y avait déjà un lien de confiance, Ouais. Ok. un lien affectif. Donc, quand on fait des propositions à des enfants, des fois, qui ne veulent pas écrire ou qui ne voudraient pas, mais là, c'est Madame Chanel, ah, c'est Madame Jessica, Ouais, ah, c'est... Donc, forcément, le fait d'avoir travaillé, parce que c'était des enseignantes de leur école qui Oui. étaient là. OK. Alors ça, pour moi, c'était vraiment, c'est ça, un élément positif ou qui a contribué à la réussite du camp. OK. Mais c'est quoi la suite pour le camp? C'est quoi la suite des projets? C'est quoi la suite du projet? Ben alors, le projet, l'édition 2024, c'était l'édition pilote, Oui. parce que c'était vraiment la toute première fois qu'on organisait, même comme je le disais tout à l'heure, c'est inscrit dans notre plan directeur. C'était dans notre plan d'action 2024, mais c'était la première édition comme une édition pilote. OK. Il fallait qu'on organise une édition comme celle-là pour essayer de voir quelles sont les contraintes. Vous avez parlé des défis, quels sont les défis Oui. et quelles sont les choses qu'il faut améliorer pour les éditions futures. Oui, c'était pour nous satisfaisant et nous pensons que dorénavant, à partir de 2025, ce sera chaque année. Nous travaillons déjà sur l'édition de 2025. On a commencé déjà à réunir quelques idées. Et puis 2025, on aura un camp du jour, peut-être pas d'une semaine, mais de plusieurs semaines parce que il y a la demande. Et les autres années, ce sera la même chose. Donc, vraiment, on veut inscrire désormais le camp du jour dans une programmation annuelle. D'accord. Et de votre côté, votre implication, madame? Mon implication, dans le fond, je travaille toujours avec la Fondation, puis quand ils ont des besoins, on travaille ensemble. Et puis, donc, c'est de la même façon, en fait, Ok. que je vais me prêter. Mais ce disponible. document-là, c'est quelque chose qui a été publié sur votre site, c'est le résultat du projet, c'est ça, Non, non? en fait, c'est que je trouvais qu'en image ou quand on veut présenter le projet, quand on voit les enfants en action, Ouais, quand ouais. pour moi, c'était ça qui Non, était c'est bien très décrit, parlant ouais, c'est ça. Mhm. pour les gens. Puis, tu sais, de comprendre toute l'idée qui avait été faite d'en prendre soin de la tête, du corps, du cœur. On a fait beaucoup d'activités physiques. On a relié ça vraiment au programme comme Corps actif, cerveau performant qui est mis en Ok. place dans les écoles pour que les enfants soient disponibles à apprendre. Donc, on a vraiment mis en place différents programmes. On a conjugué, on a fait un maillage pour que ce soit l'expérience la plus profitable possible. Mais en tout cas, c'est vraiment bien. Puis, de tout ce que je retiens vraiment, c'est, on parle beaucoup de réussite éducative au début. Puis, le Réseau québécois de la réussite éducative, eux, dans leur définition, parlent du développement physique, social, moral, intellectuel. Puis, avec tous les exemples que vous avez nommés, vraiment, ce camp répondait à ces besoins-là, C'est ça. puis encourageait cela. Mm. Et je me demande là, en fait, je veux votre réponse. Quel est le rôle des organismes communautaires, des organismes comme Fondation Forêt-Boucher, en général, pour la réussite éducative? Ah, c'est merveilleux. Parce que, dans le fond, c'est que ça donne un cadre différent, des expertises différentes. Tout à l'heure, vous avez parlé, en introduction, là, du lien avec et la famille, école, communauté. Mhm. Dans le cadre du camp comme ça, on voyait les parents à tous les matins. Quand on dépose les enfants à l'école, il va y avoir, l'enseignante ne va pas être directement disponible. Donc, on pouvait échanger. Les enfants, comme ils partaient avec le sac à dos, il y avait cette responsabilité-là, cette fierté-là. Ils l'utilisaient à la maison, mais il fallait qu'ils rapportent. Donc, Mhm. le camp se poursuivait le soir. Quand on voit les témoignages dans le document des parents qui disaient « Écoutez, le soir, c'était tellement intéressant, mais ça facilitait ça et ces sacs à dos-là ou ces ressources-là ont été disponibles grâce à l'organisme ou grâce à la fondation. » Donc, c'est sûr que plus on est de gens à contribuer, puis c'est un peu l'origine, puisqu'on a un partenariat là, avec Fondation, l'UQO et Loisirs Sport Outaouais pour Unis pour l'éducation hors les murs. Mais c'est cette idée-là, dire on a toutes des contraintes, on a tous des ressources différentes, comment on peut les mettre ensemble pour en faire profiter Oui. le plus de monde possible. J'ajouterais, dans la logique de Geneviève Potier, nous avons beaucoup de ressources qui sont disponibles. Maintenant, il est important de créer une synergie entre les différentes ressources. Oui. On a mis en place un partenariat avec UQO parce qu'on pense que UQO a des ressources importantes, avec Sport Loisirs Outaouais parce que Sport Loisirs Outaouais a des ressources, à la Fondation Forêt-Boucher plus proche des communautés. Oui. Et a dans sa mission un volet éducatif qui est important. Plus ce volet éducatif est développé, on a parlé cette année beaucoup plus des enfants, mais
c'est l'éducation de tout âge, parce qu'il n'y a pas un âge pour apprendre, surtout quand il s'agit de l'environnement, mais s'appuyer sur les organismes communautaires qui sont des relais, qui sont plus proches des communautés et qui ont cette facilité à aller rechercher l'adhésion de la population. Je pense que ça peut être intéressant dans la réussite des programmes comme ceux-ci. Ouais, c'est bien. C'est bien ça. Mais pour le moment, la Fondation Forêt Boucher, puisque là, je pense que le projet, c'est fini. Là, vous faites quoi comme projet? Vous avez quoi en perspective? Moi, j'en ai un. Je peux laisser parler pour la Fondation Forêt Boucher, puis je pourrais vous parler d'un autre projet. Le projet, dans sa phase pilote, est fini pour cette année, mais le pilote, c'est juste pour tester et puis continuer. Donc, il va continuer. Okay. Nous avons beaucoup d'autres projets sur lesquels nous travaillons. Nous pensons que d'ici l'année prochaine, certainement, offrir d'autres activités de loisirs aux participants serait intéressant. Nous sommes en train de travailler sur l'idée d'une piste de baptisme dans la forêt qui permettrait aux enfants qui vont participer au prochain camp du jour, bien à d'autres activités en forêt, de pouvoir avoir cette piste de divertissement pour les divertissements pendant les pauses. Nous travaillons à offrir un service inclusif. Aujourd'hui, nous avons un réseau parlé tout à l'heure des sentiers. Nous avons un réseau de sentiers à peu près de 9 km, dont 1,6 km de sentiers universels. Sentier universel, c'est un sentier qui peut être utilisé par des personnes sur ces chaises roulantes, par des parents qui viennent avec les enfants dans les poussettes. Alors, nous voulons élargir ce sentier universel, ajouter à peu près 350 mètres jusqu'à l'abri, effectivement, pour permettre à toutes les personnes qui voudraient participer aux activités qui sont organisées au niveau de l'abri de pouvoir y accéder sans difficulté. Ça. Nous avons beaucoup d'autres projets sur le plan éducatif, aller vers les écoles pour les inciter à amener les enfants en forêt. Nous continuons à travailler avec le comité d'activité en forêt, qui est un comité qui était né avant le camp du jour, qui va continuer à créer des activités. L'objectif, c'est d'arriver à une planification annuelle avec des activités qui sont créées et qui peuvent s'offrir, que ce soit en hiver, au printemps, en été comme en automne, tout en gardant à l'esprit que pour amener les enseignants à l'école, il faudra que l'activité qu'on organise à forêt soit cohérente avec le programme ministériel. Donc, on continue d'y travailler pour avoir une planification annuelle. Merci. Et de votre côté? En fait, on continue les projets d'éducation hors les murs avec différentes écoles et les étudiants aussi en formation initiale des maîtres à l'UQO. Donc, on va travailler à l'École Notre-Dame, avec une école aussi à Couillon, pour pouvoir amener les enfants à l'extérieur et continuer de favoriser les apprentissages, mais toujours en travaillant avec souvent des personnes qui rencontrent plus de difficultés dans le cadre scolaire. Et quand les sortant à l'extérieur, donc en changeant la forme scolaire, les enfants peuvent se faire valoir autrement ou sont plus disposés à nous faire savoir ce qu'ils connaissent, qui d'habitude n'est peut-être pas reconnu au sein des murs d'une école, finalement. D'accord. On va dire peut-être dernière intervention de ma part, peut-être. Ma question est à savoir, comment on entre en contact avec vous? On vous retrouve où? Vos informations, si c'est possible. Oui, la Fondation Forêt Boucher a un site internet, c'est www.fondationforêtboucher.ca. Donc, nous avons les bureaux ici au sein des galeries Elmer. C'est l'unité numéro 5, c'est au 520, place Jardin-la-Vigne. Nous avons aussi le site de la forêt, c'est au 500 Samuel Hédé. Oui. Donc, si c'est pour les activités en forêt, ce sera au 500 Samuel Hédé. Si c'est pour rencontrer au bureau, ce sera au 420 place Wilfrid-Lavigne. Nous avons notre site internet. Nous avons aussi notre page Facebook et une page Instagram. C'est bien. Vous êtes aussi sur Instagram? Moi, non, pas du tout. Je suis de la vieille génération. Mais comment on vous rejoint si on va apprendre un peu plus sur les recherches, peut-être avoir accès à ce document que vous avez monté? Certainement, mais on peut m'écrire à mon adresse soit à l'UQO, geneviève.lessard@commercialuqo.ca. Ou sinon aussi, on peut aller, j'ai un site web qui s'appelle www.hortlesmurs.ca, où on peut voir différents projets qui ont eu lieu au cours des années sur l'éducation hors les murs dans des écoles primaires. Moi, je pense que c'était tout.
De toute façon, tu as quelque chose. Oui, chose à une ajouter? intervention. Ok. Désolée. Mais moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Je pense vraiment que, peu importe, là, que nous soyons parents, étudiants, intervenants, peu importe notre rôle dans la société, on a vraiment un rôle à jouer dans la réussite éducative. Vraiment. Oui, complètement. Ouais. Puis même, on le voit quand on est dehors ou dans ces milieux-là, aussi quand on n'est pas, comme vous dites, on n'est pas sujet connaissant. Tu sais, comme Oui. l'adulte, l'enfant, tout le monde qui est là apprend en même temps, donc se pose des questions. Alors, c'est des curiosités naturelles. C'est vraiment intéressant de voir la synergie entre les gens qui évoluent en forêt ou en milieu naturel. Là. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Plaisir partagé.